Le fermier s'appelait Étienne, un homme de 28 ans au visage hâlé par le soleil et aux yeux portant l'ombre d'un deuil ancien. La vie au champ lui avait appris à se mouvoir lentement, avec prudence, mais à cet instant, en voyant la jeune femme étendue sur l'herbe mouillée, ses pas se firent rapides. La matinée avait commencé comme tant d'autres au domaine de l'espoir. Étienne s'était levé avant le soleil, quand la rosée couvrait encore les hautes herbes et que les cigales commençaient leur chant monotone. Il prépara un café fort, qu'il but à petites gorgées, tout en observant par la fenêtre en bois usé le ciel qui, peu à peu, se teignait de rose et d'or. Il n'y avait nulle hâte, il n'y avait que le silence, son unique compagnon depuis que Marine était partie, emporté par une fièvre que même le docteur Anselme, du village, n'avait pu combattre. Il partit pour son labeur quotidien, menant le petit troupeau de vaches vers le nouveau pâturage, près de la Clairefontaine, qui serpentait paresseusement en bordure de la propriété. Le chemin était connu, chaque pierre, chaque virage, chaque vieil arbre qui ombrageait des portions du sentier, ses bottes de cuir, usées par l'usage, marquaient la terre ocre tandis qu'il marchait au rythme propre de la vie rurale, où le temps semblait s'étirer comme un fil infini. Ce fut en arrivant au coude de la rivière, là où la berge descendait, doucement vers l'eau cristalline, que ses yeux capturèrent cette image qu'il n'oublierait jamais. Entre les buissons fleuris du printemps, une silhouette pâle contrastait avec le vert intense. Ce n'était pas un animal tombé, ni un fardeau abandonné, mais une jeune femme vêtue simplement et trempée, comme si elle avait été entraînée par le courant et déposée là par la miséricorde des eaux. L'odeur de terre humide se mêlait à la fraîcheur froide de l'eau qui perlait encore de ses cheveux. Étienne s'approcha avec précaution, écartant les buissons. Le bétail, déjà habitué à la liberté de ce pâturage, se dispersa lentement, indifférent au drame qui se jouait. Il s'agenouilla, sentant le tissu rêche de son vêtement de travail frotter son genou, et posa délicatement ses doigts sur le poignet de la jeune femme. Il y avait encore un pouls, faible, mais il était là. Le visage était délicat, comme moulé dans la porcelaine, mais la respiration courte trahissait l'épuisement. Ses traits, malgré la pâleur, gardaient une beauté sereine qui rappela à Étienne les images des saintes que sa mère Agnès, conservait dans de petits cadres dans le salon de la maison de son enfance. « Mademoiselle » appela-t-il, la voix rauque de celui qui parle peu. « Madame, vous m'entendez » Aucune réponse. Juste le mouvement presque imperceptible de la respiration et le vent léger qui agitait quelques mèches de cheveux bruns sur sa face pâle. Étienne regarda autour de lui, cherchant un indice sur la façon dont elle était arrivée là. Il n'y avait aucune trace de charrette, ni de cheval, ni aucun bien autre que les vêtements simples qu'elle portait. Le vent apporta le son lointain de branches qui craquaient et, un instant, il balaya les alentours du regard attentif. Il ne vit personne. La forêt qui bordait l'autre rive de la rivière restait dense et silencieuse, à l'exception du chant occasionnel d'un merle qui semblait indifférent au drame humain se déroulant sous son perchoir. Étienne connaissait chaque voisin dans un rayon de plusieurs kilomètres. Il connaissait les familles du père Jérémie, qui vivait au domaine du Bon Repos, de l'autre côté de la colline, de la veuve Augustine, qui tenait une petite propriété avec des plantations de maïs et de pommes de terre, et du vieux Tobias, qui vivait seul dans une cabane au bord de la route menant au village de Sainte-Croix. Mais cette jeune femme, c'était certain, n'appartenait à aucune de ces familles. D'un mouvement ferme, il la prit dans ses bras, sentant son poids léger et le froid de son corps contre sa poitrine chaude. Elle ne réagit pas au contact, restant inconsciente, la tête pendant contre son épaule. Le soleil était déjà haut, et la chaleur du jour commençait à s'intensifier. Étienne savait qu'il devait agir vite. « Je vais prendre soin de vous », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Tout ira bien. » Les bœufs et les vaches, déjà habitués à leur routine, continueraient à paître jusqu'au crépuscule, avant de retourner naturellement à l'étable. Il n'y avait rien à craindre d'autre que cette vie fragile qui dépendait maintenant de lui. Tandis qu'il rentrait vers sa maison, chaque pas semblait un pacte silencieux, bien qu'il ne sût pas, encore avec quoi ni avec qui, le chemin du retour parut plus long, le poids de la responsabilité rendant la montée de la colline plus ardue. Les cigales chantaient plus fort maintenant,
et le soleil au zénith faisait perler des gouttes de sueur sur le front d'Étienne. Le domaine de l'espoir n'était pas grand comme les propriétés voisines. Il y avait juste le nécessaire pour la survie digne d'un homme qui avait choisi la solitude après la perte de sa femme. La maison en bois, peinte d'un bleu délavé, avec une galerie qui courait tout le long de la façade, apparut à Étienne comme un havre de paix. Là, entre ces murs simples, il pourrait peut-être offrir l'abri dont cet inconnu avait besoin. Alors qu'il franchissait le portail de la clôture, Roux, le chien couleur caramel qui gardait la propriété, s'approcha curieusement, flairant l'air et remuant la queue avec hésitation. L'animal semblait sentir que quelque chose d'important avait changé dans la routine de son maître. « Calme-toi, Roux, nous avons de la visite », dit Étienne, avec une douceur dans la voix qu'il n'avait pas utilisée depuis longtemps. Il monta les marches de la galerie avec précaution, équilibrant le corps inerte de la jeune femme. La porte toujours déverrouillée, car qui volerait dans une région où tout le monde se connaissait, s'ouvrit d'une légère poussée de son épaule. L'intérieur de la maison était simple, mais propre et bien rangé. Un petit salon, avec un canapé de paille, une table en bois avec 4 chaises, et une cuisinière à bois qui restait allumée les jours les plus froids. Au mur, un portrait encadré de Marine, éternellement jeune et souriante, semblait observer la scène, inhabituelle avec des yeux compréhensifs. Étienne hésita un instant. Devait-il la poser sur le canapé ou l'emmener directement dans la chambre? Il opta pour la chambre, l'unique de la maison, qui était restée pratiquement intacte depuis la mort de Marine, à l'exception du lit où il dormait. En déposant l'inconnu sur le matelas, Étienne ne put s'empêcher de penser que ce geste, apparemment simple, marquait le début de quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. C'était comme si la Clairefontaine, qui avait toujours coulé tranquillement, en bordure de ces terres, avait apporté non seulement une inconnue, mais aussi un nouveau courant à son existence paisible. Avec soin, il la couvrit d'une couverture de laine que sa défunte mère avait tissée des années auparavant. Il toucha légèrement le front de la jeune femme, sentant une température bien trop basse pour une journée aussi chaude. Il était temps de faire quelque chose de plus. La maison d'Étienne, faite de bois ancien, gardait des odeurs mêlant la fumée de la cuisinière à bois, le cuir sec et le parfum suave des fleurs sauvages que sa défunte femme cultivait sur le rebord de la fenêtre. Le plancher grinçait sous ses pas tandis qu'il allumait la lampe à pétrole, bien que le jour fût encore clair dehors. Les ombres dansaient sur les murs de planches usées par le temps, témoins silencieux d'une vie solitaire désormais interrompue par cette présence inattendue. Étienne tira une chaise et s'assit près du lit, observant le visage pâle de la jeune femme. Ses mains calleuses, habituées au dur labeur du bétail, semblaient maladroites lorsqu'il tenta d'ajuster l'oreiller sous sa tête. Un sentiment étrange l'envahit. Ce n'était pas seulement de l'inquiétude, mais une sorte de responsabilité qu'il n'avait pas ressentie pour un autre être humain depuis longtemps. La chaleur de l'après-midi se dissipait lentement, laissant place à la brise fraîche qui entrait par les fentes de la fenêtre. Étienne se leva et alla à la cuisine, où il mit de l'eau à bouillir sur la cuisinière à bois. Ses gestes étaient automatiques, résultat d'années passées à vivre seul et à prendre soin de lui-même. Il ouvrit le placard en bois sombre, fabriqué par son père des décennies plus tôt, et en sortit des feuilles séchées de mélisse et de camomille que mère Adeline, la sage-femme et guérisseuse de la région, recommandait toujours pour les maux de l'âme et du corps. Pendant que l'eau bouillait dans la bouilloire en fonte, il retourna dans la chambre portant une bassine d'eau fraîche et un morceau de tissu propre. Avec soin, il passa le linge humide sur le front de la jeune femme, remarquant combien sa peau, même marquée par la fatigue, avait une délicatesse qui contrastait avec tout dans cette maison rustique. Elle ne se réveilla pas au contact, mais sa respiration sembla devenir plus régulière. Étienne retourna à la cuisine, prépara la tisane et la laissa refroidir un peu avant de revenir dans la chambre. Par la fenêtre, il pouvait voir le soleil commencer à se coucher, teignant le ciel de tons orangés qui se reflétaient dans le simple miroir accroché au mur. C'est alors qu'il remarqua la médaille. Le petit objet en métal brillait doucement au cou de la jeune femme. Une petite pièce ovale, suspendue à un simple cordon, gravée de l'image d'une colombe. Étienne fronça les sourcils, essayant de se souvenir où il avait déjà vu ce symbole,
Ce n'était pas celui de l'église du village, il en était certain. Peut-être d'une confrérie religieuse de la grande ville, ou qui sait, une amulette de famille. Ses pensées furent interrompues par un profond soupir. La jeune femme bougea légèrement la tête, et ses paupières tremblèrent comme si elle était sur le point de s'éveiller. Étienne posa la tisane sur la table de chevet et attendit, le cœur battant un peu plus vite dans l'attente de découvrir enfin qui elle était. Ses yeux grands et bruns s'ouvrirent lentement, révélant d'abord de la confusion, puis une brève lueur de peur. Elle tenta de se redresser, mais Étienne, avec douceur, posa la main sur son épaule. « Calmez-vous, dit-il, de la voix basse qu'il utilisait pour calmer les poulains effrayés. Vous êtes en sécurité ici. » La jeune femme regarda autour d'elle, ses yeux parcourant les murs simples, les meubles rustiques, jusqu'à se poser finalement sur son visage. Il n'y avait pas de méfiance dans son regard, seulement une sorte de résignation épuisée. Le premier mot qu'elle murmura ne fut pas un « merci », mais un presque inaudible « il ». Le mot plana dans l'air comme une question incomplète, une crainte non exprimée. Étienne ne demanda rien. La vie au champ lui avait appris que certaines choses ont besoin de temps pour germer, grandir, porter leurs fruits. Il lui servit seulement une tasse de tisane chaude, qu'elle accepta de ses mains tremblantes. « Je m'appelle Étienne », offrit-il, en se rasseyant sur la chaise. « Je vous ai trouvé près de la Clairefontaine, évanoui. Il y a presque une journée entière. » Elle sirota la tisane les yeux baissés, comme si elle rassemblait ses forces pour parler. Quand elle leva enfin le regard, il y avait en lui une détermination surprenante. « Claire, » dit-elle simplement. « Je m'appelle Claire. » Le nom tomba entre eux comme une pierre dans une eau dormante, créant de petites ondulations qui semblaient d'eux résonner dans la maison silencieuse. Claire. Un nom qui correspondait à son apparence délicate, à sa peau claire, à cette sensation de lumière que, malgré sa fatigue évidente, elle semblait porter. « Avez-vous faim, Claire ?» demanda Étienne, se sentant étrangement maladroit. Il y avait si longtemps qu'il n'avait pas conversé, avec quelqu'un d'autre que ses voisins occasionnels et les commerçants du village, que les mots semblaient rouillés dans sa bouche. Elle acquiesça légèrement. Étienne se leva et alla à la cuisine, où il sortit du placard un morceau de fromage fait par Madame Joseph, une veuve qui habitait la propriété voisine, et un pain de campagne qu'il avait lui-même cuit 2 jours plus tôt. Ce n'était pas grand-chose, mais ce serait suffisant jusqu'à ce qu'il puisse préparer quelque chose de plus substantiel. Quand il retourna dans la chambre, il trouva Claire assise sur le bord du lit, les pieds nus, touchant le plancher de bois. Elle paraissait encore plus fragile à la lumière de la lampe, avec sa robe simple froissée et tachée de boue séchée. Mais il y avait une dignité dans sa posture, une force silencieuse qu'Étienne reconnut immédiatement. C'était la résilience de ceux qui ont déjà affronté des tempêtes. « Ce n'est pas grand-chose, » dit-il, en lui offrant l'assiette avec le fromage et le pain. « Mais ça aidera à reprendre des forces. » Claire accepta la nourriture d'un signe de remerciement. Tandis qu'elle mangeait lentement, ses yeux parcouraient la pièce, s'arrêtant un instant sur le portrait de Marine au mur. Étienne remarqua son regard et sentit un pincement familier au cœur. « Ma femme, » expliqua-t-il, la voix un peu plus basse. « Marine. Elle est partie il y a 3 ans. » Claire ne répondit pas, mais ses yeux rencontrèrent les siens avec une compréhension qui se passait de mots. C'était comme si, en ce bref instant, ils reconnaissaient l'un chez l'autre la marque de la perte, de la solitude, du vide qui reste quand un être cher s'en va. Le silence qui suivit n'était ni lourd, ni embarrassant. C'était un silence partagé, comme s'ils comprenaient tous deux que, parfois, les mots sont insuffisants pour exprimer certaines vérités de l'âme. Dehors, le ciel s'était complètement assombri. Par la fenêtre ouverte entrait le son des grillons et des grenouilles, la symphonie nocturne de la campagne qu'Étienne connaissait si bien. De temps en temps, l'aboiement lointain de roues indiquait qu'un animal sauvage s'approchait de la propriété, pour ensuite s'éloigner. « Vous devriez vous reposer davantage », suggéra Étienne, remarquant que Claire luttait contre la fatigue. « Demain, nous pourrons parler plus tranquillement. » Elle acquiesça d'un signe de tête, lui rendant l'assiette avec les restes de nourriture. Étienne nota qu'elle avait peu mangé, mais n'insista pas. Il y avait trop de questions et des réponses qui, il le sentait,
ne viendrait peut-être pas de sitôt. Vous pouvez garder la chambre, offrit-il. Je dormirai dans le salon. Claire sembla vouloir protester, mais l'épuisement l'emporta. Elle se recoucha, tirant la couverture usée, en laine épaisse, jusqu'au menton. Dans la douce chaleur de la chambre, le son de sa respiration se stabilisa rapidement. Étienne mit plus de bois dans la cuisinière pour garder la maison au chaud pendant la nuit et prépara un lit improvisé sur le canapé du salon. Tandis qu'il s'installait sous une vieille couverture, ses pensées revenaient à la jeune femme mystérieuse que le destin avait placée sur son chemin, qui était vraiment clair. D'où venait-elle? Et plus intriguant, de quoi ou de qui fuyait-elle? Car Étienne était certain qu'elle fuyait quelque chose ou quelqu'un. Il reconnaissait les signes, le regard toujours attentif, la tension dans les épaules, la façon dont ses yeux avaient instinctivement cherché les issues de la pièce dès son réveil. Le sommeil tarda à venir cette nuit-là. Étienne s'était habitué à la solitude, au rythme prévisible des jours qui se succédaient sans grand changement. Maintenant, avec la présence de Claire, c'était comme si un élément nouveau et imprévisible avait été introduit dans son existence soigneusement ordonnée. Il s'endormit finalement avec la pensée que, peut-être, cette interruption dans sa routine était exactement ce dont il avait besoin, bien qu'il ne sût pas encore pourquoi. La dernière image avant que le sommeil ne le prenne fut celle de la médaille avec la colombe au cou de Claire. Un symbole de paix au milieu d'une histoire qui, il le soupçonnait, était marquée par tout sauf la tranquillité. La nuit avança, silencieuse et étoilée, enveloppant la petite maison de bois où deux âmes solitaires trouvaient, peut-être pour la première fois depuis longtemps, un moment de répit dans leur voyage personnel. Les jours qui suivirent, le domaine de l'espoir acquit un nouveau rythme. L'aube ne trouvait plus seulement Étienne éveillé, mais aussi Claire, qui se levait au premier rayon du soleil pour allumer la cuisinière à bois et préparer un café fort et aromatique qui emplissait la maison de son odeur réconfortante. La jeune femme qui s'était présentée comme Claire parlait à peine d'elle-même. Elle préférait aider aux tâches simples, balayer la cour, nourrir les poules, plier le linge sec sur l'étendoir. Le premier jour complet après son réveil fut marqué par une prudence mutuelle. Étienne, habitué à la solitude, se surprenait maintenant à calculer ses mouvements, essayant de ne pas paraître envahissant ou menaçant. Claire, de son côté, se déplaçait dans la maison comme une ombre silencieuse, ses pas presque inaudibles sur le plancher qui avait l'habitude de grincer sous n'importe quel poids. Ce fut au matin du 3e jour qu'Étienne, revenant d'inspecter le bétail dans le pâturage lointain, trouva la maison différente. Le plancher de bois brillait, frotté avec une cire qu'il ne se souvenait même pas d'avoir gardée dans le placard du cellier. Les rideaux, jaunis par le temps, avaient été lavés et pendaient maintenant, blancs et frais, aux fenêtres ouvertes. Sur la table, un simple arrangement de fleurs des champs, des marguerites sauvages, de petites verveines violettes et des brins de romarin, exhalait un parfum qu'il n'avait pas senti dans cette maison depuis l'époque de Marine. « Il ne fallait pas vous donner cette peine », dit-il, gêné en voyant Claire sortir de la cuisine, les mains encore humides de son travail. « Ce n'est pas une peine », répondit-elle, de sa voix douce qui s'élevait rarement au-dessus d'un murmure. « C'est le moins que je puisse faire pour votre accueil. » Cet échange simple établit ce qui allait devenir la dynamique des jours suivants. Claire ne parlait pas de son passé, de la façon dont elle avait atterri au bord de la rivière ou de qui étaient ces îles qu'elle avait mentionnées à son réveil. Au lieu de cela, elle parlait avec ses mains, dans sa façon de préparer les repas, de ranger la maison, de traiter Roux, qui était rapidement passé de gardien méfiant à suiveur fidèle, accompagnant toujours ses pas dans la cour. Étienne l'observait de loin, remarquant qu'à chaque petit geste, elle s'intégrait à la maison, comme si elle cherchait un refuge non seulement physique, mais aussi pour son âme. Il y avait des moments où ses yeux se perdaient à l'horizon, et il reconnaissait ce regard. C'était le même qu'il avait porté pendant des mois après avoir perdu sa femme. Un regard qui fixait le monde visible, mais en voyait un autre, intérieur, peuplé de souvenirs ou de peurs qui n'arrivaient jamais à la surface des mots. La routine s'installa avec une surprenante naturalité. Le matin, pendant que Claire s'occupait de la maison,
Étienne travaillait avec le bétail, vérifiait les clôtures, effectuait les réparations nécessaires que la vie au champ exige constamment. À midi, il se retrouvait pour un repas simple. Riz, haricots, un peu de viande, des pommes de terre ou des carottes. Parfois un légume du petit potager qui, autrefois négligé, recevait maintenant les soins attentifs de Claire. Leur conversation pendant ces repas était rare, mais pas inconfortable. Ils parlaient du temps, des animaux, des plantes. Étienne racontait des histoires de la région, la fois où la Clairefontaine avait débordé et inondé toute la plaine, l'éclipse qui avait effrayé le bétail des années auparavant, la grande récolte avant la sécheresse qui avait failli ruiner de nombreux fermiers locaux. Claire écoutait attentivement, posant des questions occasionnelles, mais toujours en déviant lorsque le sujet se rapprochait de questions personnelles. L'après-midi, après un bref repos à l'ombre du tilleul dans la cour, ils retournaient à leurs tâches. Étienne remarqua que Claire avait un talent particulier avec les plantes. Sous ses soins, le potager abandonné reprenait vie. Tomates, choux, carottes, salades, tout poussait vigoureusement, comme si ses mains transmettaient une énergie vitale à la terre desséchée. « Où avez-vous si bien appris à vous occuper des plantes ?» demanda-t-il un après-midi en l'observant arracher les mauvaises herbes, avec une précision qui révélait une connaissance. Claire hésita juste un instant avant de répondre, avec sœur Béatrice. Elle disait que chaque plante a son temps et sa manière, comme les gens. C'était la première mention de quelqu'un de son passé, et Étienne perçut la signification de cette petite ouverture. Il n'insista pas, se contentant d'acquiescer, comprenant que la confiance, comme les plantes de Claire, avait besoin de temps et d'espace pour grandir. Les soirées à la ferme étaient traditionnellement le moment le plus solitaire pour Étienne. Avant l'arrivée de Claire, il dînait rapidement et se retirait sur la galerie avec une vieille radio, syntonisée sur la seule station qui parvenait jusqu'à ses confins, pour écouter les nouvelles d'un monde lointain ou des musiques qui touchaient rarement son âme. Maintenant, les soirées prenaient une autre tournure. Claire se révéla être une conteuse d'histoires, non pas de son propre passé, mais de contes et de légendes qu'elle disait avoir entendus au cours de ses pérégrinations. Des histoires de lutins qui cachaient des objets dans la maison, de fées qui dansaient dans les clairières les nuits de pleine lune, de sorcières qui protégèrent la forêt des chasseurs. Étienne écoutait, charmé non seulement par les histoires, mais par la transformation qui s'opérait chez Claire lorsqu'elle les racontait. Ses yeux gagnaient en éclat, sa voix acquérait force et couleur. Ses mains dessinaient dans l'air les personnages et les scènes décrits. Lors d'une de ces soirées, alors qu'elle narrait l'histoire d'une princesse qui avait fui un royaume oppresseur déguisé en paysanne, Étienne perçut l'ironie. Claire était-elle en train de raconter, inconsciemment, des fragments de sa propre histoire à travers ses légendes et ses contes? Une semaine après l'arrivée de Claire, Étienne décida qu'il devait aller au village pour acheter des provisions. Le cellier était presque vide, et la farine, le sucre et le sel commençaient à manquer. Normalement, il faisait ses voyages seul, mais il hésita à l'idée de laisser Claire seule à la ferme. « Je vais à Sainte-Croix demain matin, » dit-il, pendant le dîner. « J'ai besoin d'acheter des provisions. Voudriez-vous venir avec moi ?» Claire cessa de manger, la fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Un instant, Étienne craignit d'avoir commis une erreur, d'avoir brisé le fragile équilibre qu'ils avaient construit. Puis après un silence qui parut s'étirer indéfiniment, elle acquiesça. « Ce serait bien de connaître le village, » dit-elle, avec une désinvolture qui ne correspondait pas à la tension évidente dans ses épaules. Le lendemain matin, Étienne prépara la charrette attelant le vieux cheval bai Ventania, qui connaissait le chemin de Sainte-Croix comme sa poche. Claire apparut à la porte de la maison, portant une robe simple qu'Étienne reconnut comme ayant appartenu à Marine. Il ne demanda pas comment elle l'avait trouvée, ni pourquoi elle avait choisi cette pièce en particulier. Il y avait entre eux un accord tacite de respecter les silences de l'autre. Le trajet jusqu'au village dura près de 2 heures. La route de terre serpentait entre des collines couvertes d'une végétation qui, à cette époque de l'année, alternait entre le vert luxuriant des pluies récentes et le doré des premières sécheresses. Claire resta silencieuse pendant la majeure partie du trajet, les yeux attentifs parcourant le paysage, les mains agrippant fermement le bord du banc de la charrette chaque fois qu'il passait par un tronçon plus accidenté. Ce fut en apercevant
les premières maisons de Sainte-Croix, qu'Étienne remarqua le changement en elle. Son corps se raidit, ses mains serrèrent plus fort le bois du banc, et ses yeux, auparavant curieux, se déplacèrent maintenant rapidement, comme si elle cherchait quelque chose, ou quelqu'un. « Tout va bien ?» demanda-t-il, ralentissant l'allure du cheval. « Oui », répondit Claire, mais le mot sonna trop fragile pour être convaincant. Sainte-Croix était un petit village, avec pas plus de 300 habitants. Une modeste église, à la façade, blanche et au clocher simple, dominait la place centrale, autour de laquelle se répartissaient les principaux bâtiments. Le magasin de Monsieur Duval, la pharmacie de Madame Édith, le bar d'Antoine, l'école communale qui accueillait les enfants de toute la région. Les rues, en terre battue ou, dans les plus centrales, en pavés irréguliers, abritaient des maisons simples, la plupart peintes de couleurs vives qui contrastaient avec le rouge des toits de tuiles. Étienne conduisit la charrette directement au magasin. L'endroit était le cœur commercial de Sainte-Croix, où l'on pouvait trouver de tout, des céréales et de la farine au tissu, outils, ustensiles de cuisine et même quelques médicaments de base. Monsieur Duval, un homme de 70 ans avec l'énergie d'un quadragénaire, était aussi le centre d'information locale. Rien ne se passait à Sainte-Croix ou dans les fermes environnantes sans qu'il ne le sache. « Étienne !» s'exclama le commerçant en le voyant entrer. « Ça fait longtemps, mon garçon. Je pensais déjà envoyer le petit Théo voir si tu étais encore de ce monde. » Le fermier sourit discrètement, habitué aux manières expansives du vieil homme. C'est alors que Monsieur Duval remarqua Claire qui était entrée juste derrière Étienne, se tenant partiellement cachée par sa silhouette plus grande et plus large. « Et qui est la demoiselle ?» demanda-t-il, sans cacher la curiosité qui était la marque de fabrique des habitants des petites communautés. « Voici Claire », présenta simplement Étienne. « Elle est logée à la ferme pour quelque temps. » Le regard de Monsieur Duval se plissa un instant, évaluant la situation. Étienne savait que, d'ici la fin de la journée, tout le village commenterait l'arrivée de la mystérieuse jeune femme au domaine de l'espoir. Mais c'était un problème pour plus tard. Tandis qu'Étienne listait les articles dont il avait besoin, Claire déambulait lentement dans le magasin, observant les étagères remplies de marchandises. Ses doigts touchaient occasionnellement des tissus colorés, des bocaux de conserve, des outils en métal poli. Il y avait une curiosité presque enfantine dans ses gestes, comme si chaque objet commun était une nouveauté à découvrir. Ce fut lorsqu'elle s'arrêta devant une étagère de livres, une petite section au fond du magasin, avec des volumes, d'occasion que M. Duval acceptait en paiement ou achetait à des voyageurs, qu'Étienne remarqua un changement dans son expression. Claire prit un livre à la couverture bleue délavée, l'ouvrit avec un soin presque révérencieux, et ses yeux parcoururent les pages avec une intensité qu'il n'avait pas encore vue. « Vous aimez lire ?» demanda-t-il, s'approchant avec les provisions déjà emballées. Claire referma rapidement le livre, comme si elle avait été surprise en train de faire quelque chose d'interdit. Puis, se détendant en réalisant que ce n'était qu'Étienne, elle acquiesça. « Oui », répondit-elle, « beaucoup. » Étienne regarda M. Duval, qui observait la scène avec un intérêt à peine dissimulé. « Nous allons prendre celui-ci aussi, » dit-il en indiquant le livre dans les mains de Claire. Quand ils sortirent du magasin, le soleil était déjà haut, et la place commençait à s'animer de gens qui profitaient de la matinée du samedi pour leurs affaires. Au village, Étienne remarqua comment Claire gardait le regard bas, évitant le contact visuel avec les curieux qui observaient inévitablement ce duo inhabituel. Lors du voyage de retour, avec la charrette chargée de provisions et le livre bleu tenu précieusement par Claire, le silence entre eux semblait différent. Ce n'était plus la barrière prudente des premiers jours, mais un espace partagé où les mots n'étaient pas nécessaires pour communiquer une compréhension mutuelle qui grandissait chaque jour. À cet instant, Étienne sut que, même sans comprendre entièrement son histoire, il était prêt à la défendre. Non seulement par galanterie ou par sens du devoir, mais parce que, d'une manière qu'il ne pouvait pas encore formuler, Claire avait ramené au domaine de l'espoir quelque chose qu'il avait cru perdu à jamais, l'espoir lui-même. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la première visite au village. La vie au domaine de l'espoir avait trouvé un rythme harmonieux,
comme si Claire avait toujours fait partie de cet endroit. Les matinées commençaient avec l'arôme du café et le son de ses pas légers dans la cuisine. Les journées s'écoulaient entre le travail partagé et les découvertes mutuelles de petites habitudes et préférences. Les soirées se terminaient avec le réconfort des histoires racontées à la lueur de la lampe, tandis que le vent murmurait entre les feuilles des tilleuls dans la cour. Mais les provisions commençaient à nouveau à manquer, et Étienne savait qu'il ne pourrait pas retarder une autre visite à Sainte-Croix. Il perçut l'appréhension dans les yeux de Claire lorsqu'il mentionna la nécessité de retourner au village. « Nous pouvons attendre encore quelques jours », suggéra-t-il, voulant lui épargner cet inconfort. Claire secoua la tête, passant une mèche de cheveux derrière son oreille, dans un geste qu'Étienne reconnaissait maintenant comme un signe de détermination. « Non », répondit-elle avec une fermeté surprenante. « Nous devons y aller. Je ne peux pas me cacher éternellement. » Le lendemain matin se leva, clair, avec un ciel d'un bleu intense qui promettait de la chaleur. Étienne prépara la charrette pendant que Claire finissait de ranger la maison. Quand elle apparut dans la cour, il remarqua qu'elle portait la plus jolie des robes de marine qu'elle avait réussi à ajuster à son corps plus mince. Une robe simple, en coton, bleu clair avec de petites fleurs brodées au décolleté. Ses cheveux, autrefois toujours attachés en un chignon austère, tombaient en vagues douces sur ses épaules. La transformation était subtile, mais significative. C'était comme si Claire, consciemment, avait décidé d'affronter le monde la tête haute, non plus comme une fugitive, mais comme quelqu'un qui revendiquait sa place. Le voyage se déroula dans un silence contemplatif. Claire tenait entre ses mains le livre qu'Étienne avait acheté lors de la visite précédente, un volume de poèmes de Verlaine qu'elle lisait et relisait le soir, à la lueur de la lampe à pétrole. Ses lèvres bougeaient parfois silencieusement, récitant des vers appris par cœur, comme s'il s'agissait de mantras personnels. Sainte-Croix apparut à l'horizon, ses maisons colorées brillant sous le soleil du matin. C'était jour de marché, et la place centrale serait remplie d'agriculteurs et de commerçants des environs vendant leurs produits. Une occasion de réapprovisionner le cellier en produits frais, mais aussi un théâtre d'exposition inévitable. Étienne conduisit la charrette lentement dans la rue principale, saluant d'un signe de tête les personnes qu'il reconnaissait. Claire gardait les yeux fixés droit devant, les mains serrant le livre avec une telle force que les jointures de ses doigts blanchissaient. Quand ils s'arrêtèrent près de la place du marché, le brouhaha des conversations était animé. Des étals improvisés exhibaient des fruits de saison, des légumes éclatants, des céréales, des farines, des fromages et des confiseries maison. Des enfants couraient entre les adultes, leur rire couvrant occasionnellement le bruit des négociations. « Nous pourrions nous séparer pour aller plus vite », suggéra Claire, surprenant Étienne. « Je cherche les légumes et les fruits pendant que tu achètes la farine et les céréales. » Étienne hésita. Il y avait quelque chose dans cette suggestion qui sonnait comme un test qu'elle s'imposait à elle-même. Il finit par acquiescer, lui donnant quelques pièces. « On se retrouve ici dans une demi-heure, » dit-il, en indiquant l'ombre d'un grand figuier sur le côté de la place. Testé, que Claire apparut aux côtés d'Étienne sur le petit marché du village, les conversations chuchotées commencèrent immédiatement. Les regards se croisaient, certains chargés de méfiance, d'autres de malice. Monsieur Antoine, le propriétaire de l'unique boucherie, chuchota quelque chose à l'oreille de Madame Eulalie, qui écarquilla les yeux et porta la main à sa bouche, dans un faux étonnement. Les sœurs du bois, des célibataires d'âge mûr qui vivaient dans la maison jaune près de l'église, échangèrent des regards significatifs, tout en feignant d'examiner des tomates. Étienne, habitué à être réservé, resta impassible, mais il sentait le poids invisible qui tombait sur elle. Il connaissait bien cette dynamique. Sainte-Croix, comme toute petite communauté, était avide de nouveautés et avait peu de tolérance pour les mystères. Une jeune femme apparaissant de nulle part dans la maison d'un veuf solitaire était le genre d'événement qui alimenterait les conversations pendant des mois. Claire se déplaça entre les étals avec une grâce discrète, choisissant des pommes, des poires et des oranges avec soin, négociant les prix d'une voix basse mais ferme. De loin, Étienne l'observait, remarquant comment elle évitait de regarder directement les gens mais sans montrer de soumission. C'était une danse délicate entre l'autoprotection et la dignité.
Ce fut lorsqu'elle s'approcha de l'étal de Madame Zulma, connue autant pour les meilleurs fromages de la région que pour sa langue acérée, que l'inévitable se produisit. « Alors c'est vous, la demoiselle qui vit avec Étienne », dit la femme corpulente, sur un ton qui se voulait décontracté mais qui était chargé d'insinuation. Claire acquiesça silencieusement, examinant un fromage frais couvert d'un linge, humide. « C'est curieux comme personne ne vous a vu arriver », continua Madame Zulma, regardant autour d'elle comme pour chercher du soutien à son indiscrétion. « D'où avez-vous dit que vous veniez, ma chère ?»« Je ne l'ai pas dit, » répondit Claire avec un calme qui surprit même Étienne, qui s'était approché en sentant la situation. La réponse directe déconcerta momentanément la femme, qui se reprit rapidement. « Ah, des mystères. Eh bien, vous savez comment est Sainte-Croix. Ici, tout le monde connaît la vie de tout le monde depuis la naissance. Les étrangers suscitent toujours de la curiosité. » Le mot « curiosité » sonnait comme un euphémisme pour quelque chose de bien moins innocent. Étienne sentit une vague de protection et d'irritation. « 2 fromages frais et un affiné, Madame Zulma, » interrompit-il, en posant des pièces sur le comptoir improvisé. « Et si vous vendez du respect aujourd'hui, nous en prendrions volontiers aussi. » Un silence tendu s'abattit sur le petit groupe qui s'était formé autour. Étienne élevait, rarement la voix, ou ne montrait aucune émotion en public. Son commentaire, bien que poli dans la forme, portait une réprimande claire qui fit rougir la commerçante. « Allons, Étienne, on ne fait que discuter, » se défendit-elle, emballant les fromages dans des feuilles de bananier avec des gestes brusques. Personne n'a voulu offenser. Le reste des courses se déroula dans un climat de tension palpable. Étienne sentait les regards les suivre, entendait les murmures qui cessaient lorsqu'ils s'approchèrent d'un cercle de conversation. Claire se tenait désormais près de lui, son corps tendu comme une corde de violon sur le point de rompre. Quand ils eurent enfin terminé leurs achats et regagné la charrette, Étienne réalisa à quel point cette expérience lui avait coûté. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle aidait à ranger les sacs, et il y avait une raideur dans ses mouvements qui trahissait l'effort pour garder son sang-froid. Le chemin du retour se fit dans un silence encore plus profond que celui de l'aller. Le soleil commençait à descendre à l'horizon, projetant des ombres allongées sur la route de terre. Claire gardait le regard fixé sur le paysage. Mais Étienne doutait qu'elle vît réellement les champs de blé doré ou les oiseaux qui volaient en formation contre le ciel orangé. De retour à la maison, Claire hésita avant d'entrer, comme si les mots méchants entendus résonnaient encore. Elle resta sur la galerie, observant le coucher de soleil avec une expression lointaine. Étienne finit de décharger la charrette et lâcha Ventania dans le pré avant de la rejoindre. Sans rien dire, il lui offrit un verre d'eau fraîche de la jarre en terre cuite qu'il gardait à l'ombre. « Ne faites pas attention à eux, » dit Étienne, rompant enfin son silence habituel. « Ce qui compte, c'est ce que vous savez de vous-même. » Claire se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes contenues. Un instant, il sembla qu'elle allait dire quelque chose, mais elle se contenta d'acquiescer en avalant sa salive. Ils entrèrent ensemble dans la maison qui, d'une certaine manière, leur appartenait désormais à tous les deux. Le silence entre eux était différent du silence hostile du village. C'était un silence de compréhension, de réconfort partagé. Ce ne fut qu'au crépuscule, alors qu'il allumait la lampe à pétrole qui éclairerait le dîner, que Claire parla enfin. Elle était assise à table, les mains occupées à éplucher des pommes de terre pour le ragoût, quand les mots commencèrent à couler, bas mais constants, comme l'eau d'une source. « Je n'ai pas de famille », commença-t-elle, sans lever les yeux de sa tâche. « Du moins, pas que je connaisse. J'ai été élevée à l'orphelinat Notre-Dame-de-Grâce à environ 2 villes d'ici. La médaille ?» Elle toucha le petit objet qu'elle portait toujours à son cou. « Était donnée à tous les enfants de là-bas. » Étienne s'assit, lentement, craignant que tout mouvement brusque ne puisse interrompre ce fragile courant de confidence. « Quand j'ai eu 18 ans, j'ai dû quitter l'orphelinat. Une famille de la capitale m'a engagée comme gouvernante. Le fils aîné, sa voix se brisa un instant, a fait des promesses. Il a dit qu'il m'aimait, qu'il voulait m'épouser. Ses mains continuaient à travailler mécaniquement, épluchant, coupant, comme si cette activité simple l'ancrait à la réalité présente, tandis que son esprit revisitait le passé. Je l'ai cru. Quand ses parents l'ont découvert, ils m'ont renvoyé. Il ne m'a pas défendu.
Ce n'était qu'un jeu. Le dernier mot sortit, amer comme du fiel. Elle lui raconta des fragments de son histoire. Il n'y avait pas de famille, proche, et une promesse rompue l'avait laissée à la dérive, seule jusqu'à son évanouissement au bord de la rivière. Elle expliqua comment elle avait tenté de trouver du travail dans d'autres villes, comment ses économies s'étaient épuisées, comment elle avait commencé à marcher sans destination précise, jusqu'à ce que la fatigue, la faim et le désespoir la fassent évanouir ce matin-là au bord de la Clairefontaine. Quand elle eut fini de parler, le silence enveloppa de nouveau la cuisine. Les pommes de terre, toutes épluchées, reposaient dans un saladier en terre cuite. La lampe projetait des ombres dansantes sur les murs. Dehors, les premiers grillons de la nuit commençaient leur sérénade. Étienne n'offrit ni parole de consolation ni conseil. Il tendit simplement la main sur la table et couvrit ses doigts délicats de ses doigts calleux, dans un geste simple qui en disait plus que n'importe quel discours. Claire leva les yeux, rencontrant les siens. Dans le regard qu'ils échangèrent, il y avait un pacte silencieux. Le passé n'importait que dans la mesure où il les avait amenés là, à ce moment, à cette table éclairée par la douce lumière de la lampe, dans une maison qui se transformait lentement en un foyer. La routine à la campagne se poursuivait, et avec elle venaient de petits triomphes qu'Étienne et Claire célébraient sans s'en rendre compte. Les matinées au domaine de l'espoir commencèrent maintenant, avec le chant des coqs se mêlant au tintement doux de la vaisselle dans la cuisine. Claire avait pris l'habitude de se réveiller avant l'aube pour préparer le café et sortir les outils qu'Étienne utiliserait pendant la journée. Lui, de son côté, avait commencé à rapporter de petites surprises de ses promenades dans les pâturages. Tantôt une fleur sauvage particulièrement belle, tantôt un fruit mûr cueilli sur un arbre lointain, tantôt une pierre à la forme curieuse trouvée près de la rivière. Ces échanges silencieux, sans fanfare ni reconnaissance explicite, tissaient entre eux une toile invisible de soins mutuels. Ce n'était pas de l'amour, pas encore. C'était quelque chose de plus fondamental, de plus primordial. La redécouverte de la confiance, la lente reconstruction de deux âmes qui avaient, chacune à sa manière, perdu foi en le monde. Le potager, qui se résumait auparavant à quelques pieds de laitue résistants et une rangée de ciboulettes tenaces, se mit à refleurir sous les soins attentifs de Claire. Des tomates rouges et juteuses pendaient à des tiges vigoureuses. Des courges poussaient le long du mur de pierre, leurs fleurs jaunes attirant abeilles et colibris. Poivrons, aubergines, choux et une variété d'herbes aromatiques transformèrent ce qui était un lopin de terre abandonné en un petit paradis d'abondance. Étienne, inspiré par l'enthousiasme de Claire pour le potager, décida de restaurer le vieil enclos qui était pratiquement à l'abandon depuis la mort de son père. Il répara les clôtures, remplaça les bois pourris, reconstruisit les auges et les abreuvoirs. Claire aidait comme elle le pouvait, tenant les clous, passant les outils, apprenant avec attention les noms et les fonctions de chaque objet. Mon père disait qu'un bon enclos, c'est comme une bonne maison, commenta Étienne un après-midi, en taillant les extrémités d'une planche fraîchement posée. Ça doit protéger, mais aussi laisser l'air circuler. Claire acquiesça, absorbant cette sagesse simple, comme on reçoit un cadeau précieux. Ses mains, autrefois délicates, présentaient maintenant de petites callosités, des marques de travail qu'elle arborait avec une fierté discrète. L'enclos, autrefois vide, abritait maintenant 2 veaux achetés avec l'argent économisé ces dernières semaines. Les animaux, encore jeunes et maladroits, devinrent rapidement le centre de l'attention de Claire. Elle les baptisa Étoile et Lune, des noms qui firent sourire Étienne par la simplicité poétique du choix. Tous les après-midi, après le travail le plus pénible, Claire consacrait du temps à nourrir les veaux, caressant leurs museaux humides et leur parlant à voix basse. Étienne l'observait parfois, de loin, émerveillé par la naturalité avec laquelle elle, élevée dans un orphelinat puis dans une maison de ville, s'adaptait à la vie des champs. La cuisine de la maison se transforma également sous l'influence de Claire. Les placards, autrefois presque vides, contenaient maintenant des bocaux de conserve préparés avec les produits du potager. Des herbes séchaient en petits bouquets suspendus près de la fenêtre. Et à la tombée de la nuit, il y avait toujours du pain frais sur la table.
son arôme réconfortant remplissant toutes les pièces. Claire avait découvert un vieux livre de recettes parmi les affaires gardées de Marine, et elle se consacrait à expérimenter une nouvelle recette chaque semaine. Certaines étaient des succès immédiats, d'autres nécessitaient des ajustements, mais toutes étaient accueillies par Étienne avec une appréciation sincère. « Celui-ci est meilleur que celui de la semaine dernière », commenta-t-il un soir en savourant un morceau de pain de maïs encore chaud. Claire sourit, un de ces sourires rares et lumineux qui transformaient complètement son visage. « J'ai ajouté un peu plus de beurre dans la pâte », expliqua-t-elle, avec la fierté discrète de celle qui maîtrise une nouvelle compétence. À mesure que les jours se transformaient en semaines, et les semaines en mois, un changement subtil s'opérait en eux. Claire retrouvait l'éclat dans son regard, cette lumière intérieure que l'abandon et la déception avaient à presque éteinte. Ses joues prenaient des couleurs, ses mouvements devenaient plus assurés, sa voix, autrefois toujours basse et hésitante, commençait à s'élever dans des moments d'enthousiasme ou lorsqu'elle fredonnait en travaillant dans la cour. Étienne, pour sa part, redécouvrait le plaisir de la compagnie, des conversations à table, des petites décisions partagées sur le quotidien de la ferme. Le silence, qui était autrefois son unique compagnon, partageait désormais l'espace avec des mots, des rires occasionnels, et même avec les histoires que Claire lisait à voix haute le soir, à la lueur de la lampe. Étienne découvrait que le silence partagé pouvait être aussi intime que les mots. Il y avait des moments où ils travaillaient côte à côte pendant des heures, sans échanger une seule phrase, et se sentaient pourtant profondément connectés, comme si une conversation invisible se déroulait entre leurs âmes. Lors d'une de ces occasions, alors qu'ils réparaient ensemble la clôture du nouveau pâturage, Claire s'arrêta soudain, regardant l'horizon où le soleil commençait à se coucher dans des tons d'orange et de pourpre. « Parfois, je n'y crois toujours pas, » dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « À quoi ?» demanda Étienne s'appuyant sur sa houe. « À tout ça, à la ferme, au potager, au veau. » Elle fit une pause, comme si elle cherchait le courage pour les mots suivants. « À vous. » Étienne sentit une vague de chaleur monter à son cou, non pas de gêne, mais d'une émotion longtemps oubliée. Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il regarda le même horizon qu'elle contemplait, comme si la réponse pouvait être écrite dans les nuages teintés par le crépuscule. « La vie nous surprend », dit-il finalement, avec la simplicité de celui qui a trouvé, après une longue recherche, une vérité fondamentale. La paix relative du domaine de l'espoir fut interrompue un dimanche matin, lorsque le son des roues d'une charrette sur le chemin annonça une visite inattendue. Étienne, qui réparait le toit du poulailler, descendit rapidement de l'échelle en reconnaissant la silhouette robuste de Jean-Baptiste, l'un des fermiers les plus prospères de la région. Jean-Baptiste était connu autant pour son sens des affaires que pour sa langue acérée et ses opinions inflexibles. Il avait été l'un de ceux qui avaient le plus clairement manifesté leur méfiance lorsque Claire était apparue aux côtés d'Étienne au marché des mois plus tôt. « Bonjour, Étienne », salua Jean-Baptiste, sans descendre de sa charrette. Son regard parcourut la cour, s'arrêtant brièvement sur Claire, qui venait de sortir de la maison en entendant des voix. « Bonjour Jean », répondit Étienne en s'approchant. Il remarqua que la charrette du visiteur avait une roue visiblement endommagée, avec des rayons cassés et le cerclage métallique desserré. « Des problèmes avec la charrette ?» L'homme acquiesça, un pli d'inquiétude sur son front bronzé. « Elle a cassé sur la route, près du ruisseau. Je transporte de la farine pour Saint-Rita, et si je n'arrive pas avant demain, je perds l'affaire. » Saint-Rita était le village voisin, plus grand que Sainte-Croix, où de nombreux producteurs de la région vendaient à leurs produits à de meilleurs prix. La route reliant les deux localités passait non loin du domaine de l'espoir. Les tétons. Situation était ironique. Jean-Baptiste, qui quelques semaines plus tôt chuchotait au marché sur l'étrange arrangement, à la ferme d'Étienne, avait maintenant besoin de son aide. Étienne observa la roue endommagée pendant quelques instants. « Je peux la réparer », dit-il finalement. « J'ai les outils et le bois pour les rayons. Ça prendra quelques heures. » Le soulagement sur le visage de Jean-Baptiste fut évident. « Je paierai bien pour le service », offrit-il.
descendant déjà de la charrette. Étienne fit un geste de la main pour refuser. Ce n'est pas la peine. Les voisins s'entraident. La simplicité de la réponse sembla déconcerter le visiteur. Tandis qu'Étienne commençait à retirer la roue endommagée, Claire s'approcha. « Vous devez avoir faim après le voyage », dit-elle à Jean-Baptiste, avec une politesse formelle qui contrastait avec la froideur de son regard. « Nous avons du café frais et du pain. » Jean-Baptiste hésita, clairement mal à l'aise avec la situation. Il finit par accepter d'un signe de tête, suivant Claire jusqu'à la galerie où une petite table était déjà mise. Étienne ne se contenta pas d'aider. Il amena Claire à travailler avec lui indiquant les outils, lui expliquant le processus, lui permettant de participer activement à la réparation. C'était une démonstration silencieuse, non seulement de la confiance qu'il lui accordait, mais aussi de la façon dont il la voyait, non pas comme une figure fragile à protéger, mais comme une partenaire capable et précieuse. La réparation de la roue prit la majeure partie de la journée. Le soleil commençait déjà à baisser quand Étienne ajusta finalement le dernier rayon et testa la solidité de l'ensemble. Jean-Baptiste, qui s'était d'abord tenu à l'écart, finit par s'approcher pour observer le travail, impressionné par l'habileté d'Étienne, et bien qu'il ne l'admette pas, par la détermination de Claire. « Une roue neuve ne serait pas meilleure », commenta Étienne, satisfait du résultat. « Elle devrait tenir encore de nombreux voyages. » Jean-Baptiste examina le travail d'un œil critique, avant d'acquiescer en signe d'approbation. « Je vous remercie de votre aide », dit-il sur un ton moins arrogant que d'habitude. Puis, après un moment d'hésitation, il ajouta « Et le café était excellent, madame. » Le traitement formel, madame au lieu du simple demoiselle, qu'il avait utilisé auparavant, ne passa pas inaperçu. C'était une petite reconnaissance, timide peut-être, mais significative. Quand la charrette de Jean-Baptiste disparut au tournant du chemin, Étienne et Claire restèrent un moment à l'entrée de la propriété côte à côte, dans un de ces silences confortables qu'ils avaient appris à partager. « Il va le raconter au village », dit finalement Claire. « La réparation, le café, oui, convint Étienne, et c'est peut-être une bonne chose. » Le respect, encore timide, commençait à naître. Il ne viendrait pas d'un coup, ni ne serait accordé facilement. Il serait conquis jour après jour, geste après geste, comme toutes les choses vraiment précieuses dans la vie. Ce soir-là, alors qu'il dînait sous la douce lumière de la lampe, Claire se mit soudain à rire, un son cristallin qu'Étienne avait rarement entendu depuis son arrivée. « De quoi ris-tu » demanda-t-il, contaminé par cette joie d'inattendu. « De la tête de Monsieur Jean quand il a goûté mon pain à la cannelle », répondit-elle, les yeux brillants. On aurait dit qu'il n'avait jamais rien mangé de tel. Étienne sourit, réalisant que ce moment simple, un rire sincère sur un petit triomphe, était peut-être leur plus grande victoire jusqu'alors. Car cela signifiait que Claire, peu à peu, laissait derrière elle la peur et la méfiance, s'autorisant à exister pleinement, avec ses joies et ses fiertés, dans cet espace qu'ils créaient ensemble. Et tandis que la nuit tombait sur le domaine de l'espoir, apportant avec elle le cœur des grillons et l'éclat des premières étoiles, tous deux sentaient, même sans le mettre en mots, que ce qu'ils construisaient là, jour après jour, était, plus qu'un potager florissant ou un enclos rénové, c'était la possibilité d'un avenir qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer. Des mois plus tard, le village se réunissait pour la foire annuelle, une tradition qui remontait au temps des premiers colons de la région. C'était l'événement le plus attendu de l'année à Sainte-Croix, lorsque les rues normalement tranquilles se remplissaient d'étals colorés, de musiciens itinérants, de vendeurs ambulants et de visiteurs de tous les villages et fermes dans un rayon de plusieurs kilomètres. La place centrale, habituellement occupée seulement par des vieillards jouant au domino à l'ombre du figuier centenaire et des enfants courant après l'école, se transformait en un kaléidoscope de couleurs, d'arômes et de sons. Des guirlandes colorées traversèrent l'espace d'un côté à l'autre, se balançant dans la douce brise de septembre. L'arôme des spécialités locales, crêpes, gaufres, nougats, fromages grillés, se mêlait au parfum des fleurs qui décoraient le kiosque où la petite fanfare municipale se produirait au crépuscule. L'animation de la foire avait atteint le domaine de l'espoir des semaines plus tôt,
lorsque Claire, de retour d'une visite au marché avec Étienne, avait commenté les préparatifs qui commencèrent déjà au village. On dit qu'il vient des acheteurs même de la capitale, avait-elle raconté en rangeant les courses, et que celui qui vend bien à la foire a de la chance toute l'année. Étienne avait remarqué l'éclat dans ses yeux en parlant de l'événement, mais n'avait fait aucun commentaire. Dans les jours suivants, cependant, il avait remarqué comment Claire passait plus de temps dans la cuisine, expérimentant des recettes, ajustant les quantités, prenant des notes dans un petit carnet qu'il lui avait offert. Un soir, en la voyant endormie sur la table de la cuisine, penchée sur un livre de recettes, Étienne prit une décision. Le lendemain matin, en rentrant du travail des champs, il apporta avec lui une surprise. Un grand panier en osier tressé, avec des anses solides et un couvercle bien ajusté. « Pourquoi faire ?» demanda Claire, touchant l'objet avec admiration. « Pour la foire », répondit-il simplement. « Pour tes pains et tes gâteaux. » Le sourire qui illumina le visage de Claire fut comme une aube après une longue nuit. La semaine précédant la foire, la cuisine du domaine de l'Espoir se transforma en un laboratoire d'arômes et de saveurs. Claire se levait avant le soleil, pour profiter de la fraîcheur du matin, lorsque le four à bois était plus facile à contrôler. Elle expérimentait des combinaisons de farine, blé, maïs, sarrasin, et des garnitures variées, confitures de courges, de goyaves et d'oranges cueillies dans son propre potager, fromage de différentes maturations, acheté à Madame Joseph, herbes aromatiques cultivées dans de petits pots sur le rebord de la fenêtre. Étienne, sans grand bruit, avait réorganisé ses tâches pour être plus présent à la maison, aidant comme il le pouvait, cherchant du bois supplémentaire pour le four, transportant des sacs de farine, goûtant chaque nouvelle recette avec un enthousiasme qui faisait rire Claire. « Tu dirais que c'est bon même si j'avais mis du sel au lieu du sucre », le taquina-t-elle un après-midi, en le voyant approuver avec véhémence un nouveau type de gâteau à la semoule. « Ce n'est pas vrai », se défendit-il en feignant l'indignation. « Je suis un critique très exigeant. » Le jour de la foire arriva enfin, clair et ensoleillé. Claire, maintenant avec les joues roses et une robe bleue qu'elle avait elle-même, cousue, se leva encore dans l'obscurité pour les derniers préparatifs. Étienne la trouva dans la cuisine, entourée de pain et de gâteaux soigneusement emballés dans des linges propres. « Tu penses que c'est trop ?» demanda-t-elle, une rare insécurité perçant dans sa voix habituellement confiante. Étienne regarda la collection de friandises, résultat de jours de travail acharné et d'années de rêves reportés. « Je pense que c'est parfait », répondit-il, avec une sincérité qui se passait d'explication. Ils arrivèrent au village alors que l'animation était déjà intense. Étienne conduisit la charrette lentement par les rues latérales, évitant la foule qui s'agglutinait sur la place principale. Claire était assise droite à ses côtés, le panier de pain et de gâteaux préparé pendant la nuit équilibré soigneusement sur ses genoux. Ses yeux parcouraient les décorations, les étals, les gens, avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Étienne sentit la tension dans ses mains, serrées autour des anses du panier. « Tout va bien se passer », dit-il doucement, juste pour qu'elle l'entende. Un espace avait été réservé près de l'église pour les producteurs locaux. De petites tables couvertes de nappes blanches présentaient un peu de tout, du miel dans des pots en verre transparent, des fromages de divers types et tailles, des conserves colorées, de l'artisanat en paille et en terre cuite. Étienne aida Claire à organiser sa table, disposant les pains et les gâteaux de manière à valoriser les différentes formes et couleurs. Les premières heures furent tendues. Bien que beaucoup s'arrêtent pour admirer les produits de Claire, peu se risquaient à acheter. Étienne percevait les regards curieux, les chuchotements, les hésitations. L'histoire de la mystérieuse demoiselle du domaine de l'Espoir planait encore comme un brouillard sur Claire, malgré des mois de coexistence pacifique. À midi, alors que le soleil était au zénith et que l'espoir commençait à décliner, quelque chose d'inattendu se produisit. Madame Gertrude, veuve de l'ancien maire et figure la plus respectée du village, s'approcha de la table avec sa démarche élégante et décidée. C'était une dame de 70 ans, aux cheveux blancs toujours impeccablement coiffés, connue autant pour son raffinement que pour son influence sur l'opinion publique locale. « C'est de vous, mon enfant ?» demanda-t-elle, en montrant les pains et les gâteaux. Claire acquiesça,
redressant involontairement sa posture. « Oui, madame. » Madame Gertrude examina soigneusement chaque article, le soulevant, le sentant, le pressant légèrement pour tester sa consistance. Finalement, elle désigna un pain rond à la croûte dorée. « Je vais prendre celui-ci, » décida-t-elle. « Combien coûte-t-il » Claire annonça le prix d'une voix ferme, bien qu'Étienne pût percevoir le léger tremblement dans ses mains pendant qu'elle emballait le pain. Madame Gertrude paya, rangea le paquet dans son sac à provisions et s'éloigna sans autre commentaire. Moins d'une demi-heure plus tard, l'influente dame de la région revint, se frayant un chemin à travers la foule, avec une détermination qui défiait son âge avancé. « Qui vous a appris à faire du pain comme ça, mon enfant » demanda-t-elle sans préambule. Claire cligna des yeux, surprise par la question directe. « J'ai un peu appris à l'orphelinat, madame. Le reste, c'est en expérimentant. » « L'orphelinat » répéta madame Gertrude en haussant un sourcil parfaitement dessiné. « Notre-Dame de Grâce » répondit Claire, touchant instinctivement la médaille qu'elle portait toujours au cou. « J'y suis restée jusqu'à mes 18 ans. » Quelque chose changea dans le regard de la dame, une ombre de reconnaissance, peut-être même d'émotion. Contenu. Sans plus d'explication, elle désigna le reste des pains sur la table. « Je veux tout, » déclara-t-elle, à la stupéfaction de Claire et d'Étienne. « Et je veux en commander le double pour le baptême de mon petit-fils dimanche prochain. » La nouvelle que madame Gertrude avait non seulement acheté tous les pains de Claire, mais avait aussi passé une grosse commande, se répandit dans la foire avec la vitesse que seules les rumeurs dans les petites villes peuvent atteindre. En quelques heures, plusieurs autres dames s'approchèrent, curieuses de savoir s'il restait quelque chose à vendre ou si elles pouvaient commander pour de futures occasions. Lorsque la dame la plus influente de la région eut goûté un des pains et voulut en commander pour toutes les festivités, un murmure d'approbation parcourut la place. Les mêmes personnes qui chuchotaient auparavant avec méfiance s'approchaient, maintenant avec des sourires et des questions sur les ingrédients et les techniques. Claire répondait avec un mélange de surprise et de satisfaction contenue, sa réserve naturelle cédant la place à une confiance tranquille. Étienne observait tout cela d'une distance discrète, appuyé contre l'un des piliers du kiosque. Son cœur se réchauffait en voyant Claire recevoir enfin la reconnaissance non seulement pour son talent, mais pour sa force et sa persévérance. La transformation était visible. Son dos, autrefois courbé par le poids des secrets, était maintenant droit, son regard, autrefois souvent baissé, rencontrait maintenant directement celui des autres. Sa voix, autrefois presque un murmure, se faisait maintenant entendre avec clarté et assurance. L'après-midi avançait, et avec elle le mouvement de la foire augmentait. L'abbé Antoine, responsable de la paroisse de Sainte-Croix depuis plus de 2 décennies, faisait sa promenade habituelle entre les étals, s'arrêtant pour discuter avec les fidèles et bénir les produits exposés. C'était une tradition, ancienne et attendue. On disait que les articles bénis par le prêtre se vendaient mieux et apportaient à la prospérité aux commerçants. Quand il arriva à la table de Claire, déjà pratiquement vide après le succès inattendu, le religieux sourit avec bonté. « Il semble que vos pains ont eu du succès, ma fille », commenta-t-il, en faisant le signe de croix sur la table. « Que Dieu bénisse votre travail et vos mains. »« Merci, mon père », répondit Claire en inclinant légèrement la tête en signe de respect. Ce fut à ce moment, lorsqu'elle se pencha, que la médaille qu'elle portait toujours glissa hors du décolleté de sa robe, captant la lumière du soleil couchant. L'abbé interrompit sa bénédiction, les yeux fixés sur le petit objet en métal. « Cette médaille », murmura-t-il, tendant la main comme pour la toucher mais s'arrêtant à mi-chemin. « Puis-je la voir de plus près ?» Claire hésita un instant avant de retirer le cordon et de le lui tendre. Le petit objet en métal brillait sous la lumière dorée de la fin de l'après-midi, une pièce ovale, simple, avec l'image d'une colombe en vol gravée en bas-relief. L'abbé fit tourner la médaille entre ses doigts, examinant le verso où de petits chiffres étaient gravés. Ses yeux, derrière ses lunettes à fine monture, s'emplirent d'un éclat de reconnaissance. « Notre-Dame de Grâce », dit-il en rendant la médaille. « J'ai bien connu cet endroit. J'y ai été aumônier pendant quelques années avant de venir à Sainte-Croix. Un petit groupe s'était déjà formé autour, attiré par la scène inhabituelle du prêtre examinant la médaille. Parmi les curieux se trouvait madame Gertrude, qui s'approcha avec un intérêt non dissimulé.
L'orphelinat ? Demanda-t-elle. Celui qui a fermé il y a une dizaine d'années ? L'abbé acquiesça. Exactement. Chaque enfant recevait une de ces médailles le jour de son baptême, avec un numéro unique gravé au dos. Mais ce qui choqua vraiment tout le monde ne fut pas le talent culinaire de Claire, mais lorsque le prêtre, en bénissant les produits, reconnut la médaille qu'elle portait. C'était le symbole d'un ancien orphelinat de la région, fermé depuis des années. Elle n'était pas une étrangère mystérieuse, c'était une enfant du pays, revenue adulte, que le destin avait replacée parmi les siens. « Je me souviens de vous », dit soudain l'abbé, en regardant Claire avec un mélange de surprise et d'émotion. Claire Mendes, la petite fille qui aimait les histoires, toujours avec un livre sous le bras. Claire porta la main à sa bouche, les yeux soudain remplis de larmes. « Vous souvenez de moi ? Comment pourrais-je oublier ? Vous lisiez pour les plus jeunes tous les soirs. » L'abbé sourit avec gentillesse. Sœur Béatrice disait toujours que vous aviez un don spécial pour calmer les petits avec vos histoires. La mention du nom de la religieuse qui avait été si importante dans sa vie fit que Claire ne put plus retenir ses larmes. Elles coulaient librement sur son visage, non pas de tristesse mais d'une émotion complexe, la reconnaissance, la validation de son existence, la confirmation que son passé était réel et non perdu à jamais. Madame Gertrude, qui observait la scène, avec attention fit un pas en avant. Sœur Béatrice était ma cousine, révéla-t-elle à l'étonnement général. Elle parlait beaucoup d'une petite fille spéciale qui avait un vrai talent pour raconter des histoires et cuisiner. Elle disait que cette fille trouverait un jour sa place dans le monde. La révélation provoqua un murmure parmi les présents. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, transformant l'étrangère mystérieuse en quelqu'un avec des racines et des liens avec la communauté, quelqu'un dont le retour semblait guidé par des forces plus grandes que le simple hasard. Étienne, qui s'était approché en sentant l'agitation, se plaça aux côtés de Claire, lui offrant silencieusement son soutien. À ce moment, Étienne, devant tout le monde, déclara « Sa maison, c'est ici maintenant, et je veillerai à ce qu'elle ne soit plus jamais à la dérive. » Ces mots, dits d'une voix claire et ferme, portaient non seulement une promesse, mais aussi une déclaration publique de ses sentiments. Ce n'était pas une demande formelle, ni une confession extravagante, c'était simplement la vérité de son cœur, exprimée dans le langage direct et honnête qui avait toujours été le sien. Un silence respectueux s'abattit sur le groupe. Madame Gertrude fut la première à réagir, avec un signe d'approbation. L'abbé Antoine sourit, ses yeux bienveillants passant d'Étienne à Claire avec compréhension. Et, pour la première fois, Claire sentit qu'elle appartenait à un endroit, non par la pitié de quelqu'un, mais par la force qu'ils avaient construite ensemble. Sa main trouva celle d'Étienne, entrelaçant ses doigts aux siens dans un geste qui en disait plus que n'importe quel mot. Le reste de l'après-midi se déroula comme dans un rêve. La fanfare commença à jouer dans le kiosque, remplissant la place de mélodies joyeuses. Des couples dansaient, des enfants couraient avec des ballons colorés, des vendeurs annonçaient leurs derniers produits avec des remises spéciales de fin de foire. Claire et Étienne restèrent encore un peu, recevant des compliments et, pour elle, des commandes qui promettaient de garder ces journées occupées pendant des semaines. Alors qu'ils se préparaient enfin à partir, Madame Gertrude s'approcha de nouveau. « Ma chère », dit-elle en touchant le bras de Claire avec une affection sincère, « Sœur Béatrice serait très fière de voir la femme que vous êtes devenue. » Les mots, simples mais profondément significatifs, furent le cadeau le plus précieux que Claire reçut ce jour-là. Plus précieux que les pièces qui remplissaient maintenant la poche de son tablier, plus durable que les éloges pour ses pains, plus transformateur que la reconnaissance publique de sa place dans la communauté. Sur le chemin du retour vers le domaine de l'espoir, avec le ciel se teignant des tons rosés et orangés du coucher de soleil, Claire et Étienne voyagèrent, en silence, mais leurs mains restèrent unies sur le banc de la charrette. Ce n'était pas un silence vide ou tendu, mais plein de promesses non dites, de rêves partagés, d'un avenir qui commençait à prendre forme devant eux. La route de terre, la même que Claire avait parcourue des mois plus tôt comme une inconnue, sans destination, la ramenait maintenant chez elle, sa vraie maison, construite non pas de briques et de bois, mais de confiance, de respect et de ce sentiment qui grandissait un peu plus chaque jour,
encore sans nom, mais de plus en plus indéniable. En franchissant le portail du domaine de l'espoir, où le nom peint à la main sur le bois ancien brillait sous les derniers rayons du soleil, Claire sut que ce n'était pas une fin mais un commencement. Le commencement d'une histoire qui, contrairement au conte qu'elle avait l'habitude de narrer, n'avait pas de dénouement prévu, seulement la certitude qu'elle serait écrite jour après jour, page après page, par des mains qui avaient appris à construire ensemble un foyer, là où il n'y avait eu que de la solitude.